Salut les devins, c'est Saikyo, bienvenue dans ma review de l'épisode 3 de la guerre sanglante millénaire de Bleach. Sachez qu'au fur et à mesure de ces vidéos, je tenterai de semaine en semaine d'avoir le format le plus approprié pour ces reviews Bleach. Je pense avoir posé des bases intéressantes avec les deux premières mais qui ne sont pas encore suffisantes à mes yeux et je pense que quelques ajustements seront les bienvenus, sur la forme plus que sur le fond d'ailleurs, donc pas d'inquiétude si vous ressentez ces vidéos évoluer. Et je vous remercie de la force que vous leur envoyez. Nous parlons aujourd'hui de ce troisième épisode de Bleach version 2022 que je qualifierais de petite merveille, alors que nous n'en sommes qu'aux tout prémices de l'arc, et que de base, je n'aime pas particulièrement ce passage en version manga. Enfin, devrais-je dire, c'est surtout ce qui entoure Kilge, Opi qui ne me séduit pas, et ils ont réussi ici à me captiver même en ces moments-là que je redoutais. Alors en tant que lecteur du manga de la première heure et me rappelant très clairement ce qui va arriver sous peu dans l'arc, je pense que l'on va tous devenir fous devant ce que les studios Pierrot vont nous concocter. Cette fois-ci, tout était très centré sur l'action. Il faudra donc voir ce que donne ce nouveau Bleach lorsqu'il s'agit de passages plus narratifs. Mais je n'ai pas pu m'empêcher, je ne peux pas m'empêcher de mettre avec vous la charrue avant les bœufs en me disant que cet épisode 3 m'a proposé tout ce que j'attends lorsqu'il est question d'un retour d'un animé de légende. Et forcément, cela fait écho. En tant que passionné de toujours de Dragon Ball, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que même si j'aime énormément Dragon Ball Super, il aurait mérité tout de même un tel traitement, une telle attention, une réalisation millimétrée, des soins de Madame Hiraku Yamaguchi et de Tomoesa Taguchi, une animation et des dessins soignés, bien que perfectibles. Et d'ailleurs difficile pour moi de vous dire si les corrections de Kumiko Takayanagi ont amélioré ou dégradé certaines situations qui étaient ici le directeur de l'animation, comme sur ce sublissime cut du très jeune animateur qui n'a que 21 ans, dénommé Yugen. C'était absolument sublime, ça m'a même rappelé le combat final de Batman vs Superman dans la grandiloquence de son animation, plus précisément un passage de Superman face à Doomsday, lorsqu'il le propulsait avec ces explosions d'usines ou je ne sais quoi qu'il y avait dans le décor. Mais si je devais enquiquiner mon petit monde, je dirais que le visage d'Ichigo par exemple, et j'aurais pu citer d'autres passages de l'épisode, sur d'autres personnages aussi, n'est que très moyennement fidèle à ce qu'on lui connaît, sachant que c'est une scène qui va très vite et que j'ai pris le soin de faire des arrêts sur image en tant que fan de l'extrême et aussi en tant que personne qui prépare une review pour une vidéo. Donc réellement, dans l'ensemble, je dirais que c'était de très haute volée, malgré quelques loops d'animation, à savoir des animations répétées en boucle, rapidement lors de combats pour meubler un peu une scène sans forcément avoir à trop s'alourdir la tâche, une bande son qui m'en ferait presque perdre mes mots. C'était l'extase bleachesque version Shiro Sagisu, qui a eu l'idée de rafraîchir certains sons d'anthologie de Bleach. J'en ai entendu au moins 3, auxquels j'ajouterai quelques accords lancés de ci de là pour nous rappeler l'OST général d'époque, sans forcément lancer à chaque fois les sons complets, tout en apportant des nouveautés, notamment sur les Quincy. Alors même si leur thème phare en matière d'action et de combat que l'on a entendu dès le Ichigo vs Ebern en tout premier épisode se retrouve ici à nouveau, eh bien on a quand même eu de la fraîcheur ici, qui accompagnait Kilge et ensuite l'invasion de fin d'épisode, qui résonne avec le poème qu'il nous avait formulé en fin d'épisode numéro 2, qui nous parlait de marche militaire en troupe, mais aussi de clairons et trompettes qui accompagnent leur virulent assaut, et je vous invite alors à relancer l'épisode car il était de qualité, mais aussi, pourquoi pas, l'ultime passage d'invasion de fin, et vous y entendrez tout cela prendre forme, tandis que cette armée à la croix étoilée, tel que le titre de l'épisode numéro 3 nous l'annonçait, réalise sa marche au sein de la Soul Society. Les comédiens de doublage font aussi un travail sublime, et je tiens à saluer de nouveau Koichi Yamadera, connu en tant que seiyuu de Beerus pour les fans de Dragon Ball Super notamment, et qui d'ailleurs sonnait beaucoup plus comme le chat de l'univers 7 ici, mais c'était réellement magistral de l'avoir sur ce Quincy. Et puis pour couronner le tout, on avait aussi des remaniements vis-à-vis du manga que j'ai tellement apprécié ici. Un peu comme si cet épisode numéro 3 avait su mettre en valeur les qualités des chapitres adaptés, à savoir du 488 au 494, tout en évinçant ou transformant ce qui allait moins à l'époque dans la version manga. Et pourtant, vous me connaissez bien, la fidélité au format originel, le format maître qu'est le manga, compte plus que tout à mes yeux lorsqu'il s'agit d'une adaptation animée. Mais je n'ai pas pu et je ne peux toujours pas m'empêcher de saluer la lucidité de ce format d'animation concernant ses choix d'adaptation, même si les événements, il faut le dire, peuvent paraître parfois légèrement succincts, notamment pour les anime only, qui n'auraient pas par définition lu le manga autrefois. Et tout ce que je viens de détailler a été fait en accord et chapeauté avec et par l'auteur original Tite Kubo. C'est clairement ce que j'aurais souhaité obtenir dès Battle of Gods de Dragon Ball Z en matière d'implication générale pour une relance d'une telle envergure. En tout cas, je ne boude clairement pas mon plaisir sur Bleach.
Scénaristiquement, on se retrouve avec principalement 4 tronçons. Premièrement, et j'en attendais beaucoup de lui, ça sera d'ailleurs peut-être ma seule déception de cet épisode-là, la déclaration de guerre ou plutôt de préparation à une invasion imminente de la part de Yamamoto à ses troupes, qui était classe, son interprète que j'ai trouvé plus impliqué ici que dans le duo d'épisodes introductifs, mais bon, c'était quand même bien court comme passage. Ça l'était aussi en manga, j'en suis totalement conscient, mais j'attendais peut-être de l'anime ce petit truc en plus, ce petit rajout qui rendent ce discours de Yamamoto plus que mémorable. En tout cas, l'ambiance était réellement réussie en ces instants. Laissons tout ce beau monde de la Soul Society de côté pour aller dans les terres obscures du Wekkomundo avec le tant attendu combat, Ichigo contre Kilge. Alors il ne trouvera pas son terme ici, il nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur les pouvoirs des Quincy, bien qu'il n'ait pas du tout révélé l'intégralité de leur carte ici, de comprendre le gap qui sépare leur technique, leur transformation que celle du Ryu Ishida par exemple, qui sont beaucoup plus ancestrales, mais de comprendre aussi que ce même Ryu a un très grand potentiel aux yeux du Sternritter auquel Ichigo fait face. Il refusera d'en dire plus, laissant place à un silence qui en dira presque plus que s'il avait décidé de répondre. Ce même Ryu va venir équilibrer le rythme de l'épisode avec des rajouts par rapport au manga, en cherchant des informations sur son peuple, les Quincy, et aidé à demi-mot par son paternel Ryuken, prétendant de ne pas vouloir le faire, mais lui donnant toutes les clés de compréhension aux situations, tandis qu'il lui interdisait certaines choses. Ça lui ressemble vraiment bien, ça colle réellement à son caractère, et puis il faut aussi dire que visuellement, il était impeccable, digne de faire partie d'un seinen à la Bungo Stray Dogs. Alors son rejeton fera d'immenses découvertes sur son peuple, son père et même sa maman, nous dira-t-il. Révélation gardée sous silence pour le moment, gardé sous le coude pour plus tard dans la série, mais dont la mise en scène de ce 3e épisode est venue lui apporter du reflet, notamment corrélé aux propos de Mayuri. C'est d'ailleurs assez paradoxal de noter que c'est l'un, voire le plus grand ennemi de Uryu qui va venir sublimer ses propos ici, lorsqu'il va s'adresser à son capitaine commandant, qui n'aura d'ailleurs vraiment pas peur d'accuser très rudement. Je ne suis pas un expert en japonais, mais ses propos me semblaient presque insultants, en tout cas ses tournures de phrases m'ont semblé ainsi. Il n'avait réellement pas peur d'être transformé en merguez bien cuite par son patron, se justifiant à la fois pour les âmes qu'il a choisi de sacrifier sans aucune autorisation pour maintenir la si précieuse balance des mondes et venir blâmer son supérieur et gardien de la Soul Society de ne pas avoir pu battre le roi Quincy il y a de cela 1000 ans, venant apporter un léger éclairage sur le titre de l'arc, la guerre sanglante millénaire. De retour au Wekkomundo, c'est un florilège, du côté de Ichigo bien sûr, mais aussi du côté du Quincy, qui va devoir être poussé dans ses quasi derniers retranchements, car sans être trop révélateur, vous aurez eu l'œil suffisamment attentif pour remarquer qu'à ce stade, le Shrift J, sa lettre d'affiliation, n'a pas encore pris le sens annoncé, celui lié à la notion de captivité. En tout cas, son Vollständig est très impressionnant. Je tiens à saluer la CGI dans cet épisode et vous me connaissez, il faut vraiment envoyer pour me faire dire cela. Elle était tellement bien placée, tellement maîtrisée que je n'arrive pas à imaginer cet épisode, voire même la suite de cet animé, sans priver à l'avenir. Une nouvelle fois, cette combinaison de 3D et de 2D qui viennent prendre le relais l'une sur l'autre relève de l'excellence et pour moi un réel cas d'école dans l'animation japonaise du moins, en espérant que le reste de la série soit de niveau au moins équivalent. Alors même si un passage me manquera sur Aion, la créature des 13 bestias, passage coupé depuis le manga dans lequel il semblait avoir évolué psychologiquement en faisant preuve d'empathie pour ses maîtresses, j'ai trouvé que sa bestialité crevait l'écran. Les impacts de ses coups faisaient rage et lorsque Kilge se remettait sur pied, tel un être zombifié, tout en mentionnant un certain Blut ou Blut qui devrait être amélioré par son seigneur, phrase qui d'ailleurs ne devra pas tomber dans l'oreille d'un inattentif parmi vous, va absorber le Reishi environnant et s'accaparer certains pouvoirs, comme celui de cette bête, dont il aura à la fois dépecé le corps mais aussi l'esprit. Un peu à l'image d'un Zarbon de Dragon Ball, regrettant de devoir s'enlaidir pour progresser, c'est désormais ainsi que Kilge doit faire front, et nous rappelle également à quel point Tite Kubo, l'auteur de Bleach, aime donner une allure de monstre à ceux qui détiennent une puissance démesurée, tels que Tosen et Aizen en leur temps. Alors tandis que Ichigo semble reprendre le dessus, épaulé de son Bankai Tenza Zangetsu, Urara Kisuke en toute prestance semble ressentir une perturbation, non pas dans la force, mais peut-être dans le Reishi ou le Reatsu, car Yūhabar envahit la Soul Society, et confortera la macabre hypothèse de Yamamoto concernant le fait que ces marcheurs pâles pourrait envahir les lieux bien avant les 5 jours annoncés. Le protecteur ultime de la Soul Society, encore endeuillé de la perte de son meilleur ami et plus fidèle élément,
se tient alors droit face à la déchéance de son monde et contrairement à la version manga, n'ordonnera pas au lieutenant de la première division, Genshiro Okikiba, de veiller sur les lieux, tandis que lui se charge de foncer vers sa destinée. Mais la scène est tellement forte visuellement que l'on ressent presque ce dialogue avoir lieu et peut-être sera-t-il énoncé durant le 4e épisode. Alors tandis qu'un sosie Daisen issu de la 13e division, nommé Hidetomo Kajomaru, aura la tâche de faire quelques récapitulatifs de l'œuvre Bleach à certains spectateurs au travers de certains Shinigami déjà connus des premiers épisodes, il finira par indiquer plus qu'à tort de ne pas s'inquiéter, mais aussi le fait que la 11e division, celle de Zaraki Kenpachi, se trouve postée en rang de protection, ce qui devrait, à tous, nous donner une belle indication sur le rôle que devrait avoir leur tranchant capitaine. Soudainement, c'est le clairon qui retentit en toute musicalité et la marche martiale débute. Les Quincy sont là, les Sternritter sont là, massacrant tout sur leur passage avec l'ordre affirmé d'éradiquer les Shinigami en présence. Tous les capitaines qui devaient se préparer à cela semblent à la fois prévenus, mais aussi pris au dépourvu par une invasion tout bonnement si radicale, et je vous invite d'ailleurs à ne pas cligner des yeux pour ne pas rater Kuchiki Ruika et sa brève ligne de dialogue durant l'épisode. Alors à peine envahie, la Soul Society a déjà l'air impuissante, comme si elle donnait l'impression d'avoir perdu avant d'avoir mis le premier pied dans cette guerre. Les lieutenants, les capitaines et leurs commandants répondront présents, mais à quel prix et face à quel type d'adversaire encore plus redoutable et étrange que l'Espada elle-même ne pouvait l'être. Si la seule envie à l'issue de cet épisode numéro 3 était de voir le 4e, eh bien sachez que nous avons des informations officielles à son sujet avec son titre, sa preview, mais aussi des images. Alors tandis qu'en fin d'épisode numéro 3, l'un des Sternritter s'est amplement fait remarquer car il a décimé nombreux de Shinigami, en quelques secondes à peine avec des pouvoirs qui semblaient enflammés, dans cette preview du tout prochain épisode, nous y voyons celui qui prend un petit peu plus de recul sur les situations, mais qui est aussi là et présent lorsqu'il s'agit de faire des déclarations impactantes. Ce fameux Sternritter blondinet que nous avions déjà aperçu encapuché dans l'épisode numéro 2. La preview se poursuit avec un personnage féminin, Sternritter, et croyez-moi que l'habit ne fait clairement pas le moine, étant donné que les surprises qu'elle réserve sont énormes, alors immédiatement ce dicton énoncé, il me semble que ce Sternritter-là vient le briser avec ses deux mains, étant donné que l'habit ne fait pas le moine, mais peut-être fait-il le diable. Ce personnage ne l'est peut-être pas, mais en cette période d'Halloween, il devrait vous apporter de nombreuses frayeurs. Hitsugaya semble également en mauvaise posture et il y a de quoi le comprendre avec une invasion d'une telle lourdeur sous le regard de l'empereur Quincy qui se délecte de la situation. Hitsugaya Toshiro, un personnage que j'apprécie énormément par ailleurs, qui semble pour le moment ne pas utiliser son Bankai, comme si les capitaines devaient composer avec l'information transmise de Sasakibe via Yamamoto, à savoir que les Bankai pouvaient être volés par l'armée qui tente de les envahir. En tout cas, ce pouvoir reste la pièce maîtresse des capitaines, et il y en a un qui ne semble pas vouloir s'en priver, et il répond au nom de Kuchiki Byakuya. On le voit derrière lui, son Bankai s'active, on l'avait déjà vu dans un trailer. Visuellement, il est sublimissime, et encore que les effets rosâtres de son Bankai ne sont pas encore activés derrière lui. S'il s'empresse dès le 4e épisode d'utiliser son Bankai, c'est pour une excellente raison. Sera-t-il servi ou desservi par sa dernière? C'est un mystère. Bien évidemment pour l'épisode numéro 4, qui porte le titre de Tuer l'ombre. Une fois de plus, un écho est fait au poème énoncé en fin d'épisode numéro 3. Celui-ci était prononcé de la propre bouche de Hitsugaya Toshiro, et il nous disait qu'un monde gelé devient et se transforme en feu. L'ombre d'une aile persiste. J'essaye et j'essaye encore, cela s'échappe. L'ombre d'une aile. Tandis que son Zanpakuto semble réellement s'assombrir. Le titre de l'épisode 4 nous fait alors référence à cette ombre et nous dit qu'il faut la tuer. Tuer l'ombre, telle sera l'entête de ce 4e épisode, dont le synopsis officiel, au niveau du scénario donc, nous dit que la bataille pour détruire le monde des âmes par le Vandenreich a commencé. Au sein du Seretei, plusieurs gigantesques colonnes d'esprits se sont élevées, les 13 divisions qui ont permis aux forces ennemies, les chevaliers de la croix étoilée, les Sternritter donc, d'envahir les lieux, subiront bientôt un grand nombre de pertes. Un Shinigami de niveau capitaine rejoint la ligne de front, mais l'attaque ennemie ne cesse pas, et la situation de combat ne s'améliore pas. Les capitaines, dont Byakuya Kuchiki, sont déterminés à utiliser le Bankai afin de surmonter la situation.
Mais c'est alors que, 3 petits points, et le suspense est alors ouvert pour ce 4e épisode à venir. Mes très chers devins, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette review du 3e épisode de Bleach, qu'il en fut tout autant pour la preview du 4e. On se retrouve très rapidement d'ailleurs pour sa review. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Mes contenus Bleach ont réellement besoin de votre aide pour atteindre le Bankai sur YouTube. Le moyen le plus rapide pour moi d'éviter les 1000 années d'entraînement pour y parvenir, c'est d'obtenir un maximum de pouces bleus de votre part, de vous retrouver nombreux en tant que nouveaux abonnés, pour ceux qui ne le sont pas déjà, et d'activer la cloche des notifications pour ne pas se perdre au travers du Dangai ou du Garganta, et de m'écrire pourquoi pas quelques shrifts au sein de la zone commentaire ci-dessous. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.